Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de nos cours sur l'histoire de l'Afrique, aujourd'hui on va parler d'un royaume africain précolonial, le Kénédougou. C'est dans l'actuel Mali. Le royaume du Kénédougou, littéralement pays de la lumière en langue locale sénoufo, est le nom du royaume qui, dans les marches historiques de l'ancien empire du Mali, a mené le combat ultime contre l'armée coloniale française. Je vais revenir sur cette partie vers la fin du cours, notamment en parlant du dernier roi du Kénédougou, Bemba Traoré. La ville prestigieuse de Sikasso, symbolisant à la fois la résistance du peuple sénoufo, était aussi la capitale du royaume du Kénédougou. Pour ce qui est de l'origine du Kénédougou, les sources orales et écrites situent les origines de ce royaume aux alentours de 1600, donc vers le début du XVIIe siècle, sur les ruines de l'Empire du Mali, sous l'impulsion d'un nommé Nyanka Djabakan Traoré. Mais c'est véritablement vers les années 1800, notamment vers la fin des années 1850, quelque chose comme ça, que le royaume va véritablement être connu, sous l'impulsion d'un nommé Mansa Douala Traoré. Alors, il est important aussi de situer géographiquement le Kénédougou parce que on sait que les frontières héritées de la colonisation font en sorte que certains royaumes débordent dans plusieurs pays en même temps. C'est aussi le cas du Kénédougou parce qu'une bonne partie, même s'il se trouve au Mali, on sait qu'une partie du Kénédougou c'est dans l'actuel Burkina Faso et l'autre partie aussi dans le nord de la Côte d'Ivoire. Même si la capitale actuelle, la ville actuelle de Sikasso, qui servait de capitale, se trouve dans l'actuel Mali. Donc c'est aussi important de le souligner parce que quand on parle de l'histoire précoloniale de l'Afrique, on a tendance à situer les empires et les royaumes dans le contexte des pays actuels, alors que ça peut fausser la réalité des choses. Ajoutons donc que c'est à la mort de ce Mansa Douala Traoré que son frère aussi, on nommé Douala Traoré, qui va régner à sa place, notamment de 1845 jusqu'à 1862. Ensuite, un autre royaume du nom de Thiéba Traoré, qui est le fils de Mansa, donc le fondateur de ce royaume rayonnant dans sa deuxième phase en fait. Donc c'est Thiéba qui va servir donc aussi d'un roi assez puissant, mais Thiéba va remplacer un nommé Ngolo Kouanafa Traoré, donc le troisième roi. Après donc il va prendre les rênes vers 1866. Et durant toute cette période qu'il dirigea le Kénédougou, pratiquement, c'est un des plus longs règnes d'ailleurs, parce qu'il a pratiquement fait 30 ans de règne. Il va porter son royaume à son apogée, dépassant véritablement jusque-là les autres rois. Et c'est d'ailleurs lui qui va fixer véritablement la capitale à Sikasso. Et comme j'ai dit, Sikasso, c'est une des grandes villes du Mali. Aujourd'hui, je pense que c'est une ville qui n'est pas loin de 1 million d'habitants, en tout cas entre 500 000 et 1 million. La ville aussi était le chef-lieu du cercle donc une fois la colonisation a mise en place, Sikasso continuera de jouer un rôle important dans l'administration coloniale aussi. La ville s'urbanise à la fin du 19e. Et elle bénéficie également d'un climat tropical de la savane, favorable à l'agriculture, donc qui fait de Sikasso un important marché agricole, un endroit idéal et un centre stratégique pour passer des commerçants, mais aussi beaucoup de marchandises en fait qui passaient, et ça c'est depuis très très longtemps. On sait que les commerçants du là sont passés par là depuis le temps de l'Empire du Ghana et puis entre agriculteurs, éleveurs, toute la circulation de marchandises, les échanges. Donc c'était une place très très importante. En ce qui concerne le roi Thiéba Traoré, on peut
Notez qu'il est décrit comme dans les traditions orales sénoufo et même dans les livres d'histoire du Mali actuel comme un très brave guerrier, mais aussi un très bon stratège. Alors, il est l'auteur de plusieurs réalisations. Notamment, on parle d'une colline artificielle qui lui servait de palais, car cela lui permettait d'observer l'étendue de son territoire et d'assurer sa sécurité. Donc, il a créé une sorte de colline entourée d'une forteresse qui lui permet de voir mieux son territoire, mais aussi de se protéger en même temps. Il est aussi l'auteur de la construction en 1890 d'une énorme forteresse appelée aussi Tata par les Sénoufos, qu'on appelle que les Sénoufos appellent le Tarakougou en fait. Mais c'est une sorte de forteresse, donc le Tata de Sikasso. Cette forteresse est longue de 9 km de périmètre et haute de 6 mètres pour résister aux attaques des ennemis. Deux chevaux pouvaient faire la course sur le Tata. On dit aussi que Thiéba Traoré était un véritable conquérant et il fortifia la cité de Sougoukan, localité de ses parents maternels à laquelle il donna le nom. Donc, comme on l'a dit, c'est lui qui fixe à Sikasso en fait. Ensuite, il reconquiert péniblement certaines parties du royaume. Rappelons qu'à cette époque également, il y avait d'autres menaces, parce que Samori aussi voulait étendre son empire. Dans le Sikasso, il y a eu pas mal de remous entre le royaume de Sikasso et l'empire de Samori. Une des caractéristiques du royaume de Kédougou, c'était donc la place importante accordée aux croyances traditionnelles, que certains appellent incorrectement animisme, animisme sénoufo. Aujourd'hui encore, quand on voit le peuple sénoufo, on dit qu'ils sont attachés aux croyances traditionnelles, même si certains sont musulmans, d'autres sont chrétiens. Mais c'est un grand peuple, comme le peuple Bambara du Mali, ils ont gardé les croyances traditionnelles. Ils les ont fièrement gardées jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est le même cas pour le peuple sénoufo de Kédougou. Thiéba Traoré aurait entrepris des conquêtes pour agrandir donc son royaume. Il n'a pas pu véritablement réaliser cet agrandissement, car, comme je l'ai expliqué, le contexte dans la seconde moitié du 19e siècle, à savoir d'abord, d'un côté il y avait l'empire Alajomatal qui faisait des expansions vers Karta Ségou, vers le Massina. De l'autre côté, on avait le royaume Wassoulou de Samori Touré. Et puis, progressivement, on voit aussi les Européens qui veulent prendre la main sur le Soudan. Donc, tout c'était vraiment beaucoup de facteurs qui ont empêché Thiéba Traoré d'agrandir véritablement son royaume comme il le désirait. Donc, et cela également, nous devons ajouter que Thiéba lui-même a dû affronter Samori sur la frontière de Bagoé. Et c'est une guerre de défense nationale pour les Sénoufos. Donc, ça aussi, il faut le préciser, certains des héros, comme Samori, qui sont des grandes figures historiques, peuvent parfois être vus différemment, dépendamment des peuples dont ils ont eu à mener des conquêtes, par exemple. C'est le cas pour El Ajomar, qui est un grand conquérant qui est très bien vu dans certaines régions du Sénégal et peut-être même en sortant du Sénégal, mais pour d'autres peuples du Mali, l'image peut changer. Donc c'est aussi normal dans ces moments de conquête d'avoir des visions assez différentes dépendamment de qui regarde qui. Sorti aguerri de ces batailles contre Samori, Thiéba Traoré, donc entre 1877 et 1878, va se concentrer sur le vieux duel contre les peuples Guirico, le royaume Guirico, qui signifie le pays au-delà de la longue étape. C'est un royaume qui est créé dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, notamment vers 1774, dans l'ouest de l'actuel Burkina Faso, par un prince aussi Djoula du nom de Famagan Ouattara, petit frère de Sékou Ouattara. Là donc nous sommes pas loin de l'Empire Kong, le royaume Kong qui est au nord de la Côte d'Ivoire également et qui touchait le Burkina Faso. Bobo Dioulasso, ville située dans l'actuel Burkina, donc deuxième ville la plus importante après Ouagadougou, donc servait de capitale au royaume du Guirico. La création de ce royaume avait pour objectif le contrôle des routes commerciales
donc reliant Kong aux cités du fleuve Niger. Le royaume atteint son apogée sous Oulé Ouattara et il est arrivé à soumettre les populations Bobo, Marka, Bawa grâce à une puissante cavalerie. Son frère Bakari Ouattara échoua dans la conquête du pays Lobi. Ce royaume était aussi un grand obstacle à l'expansion du Kénédougou. Donc c'est au cours d'une bataille contre le Guirico que le grand roi du Kénédougou, Thiéba Traoré, devait perdre la vie. La tradition orale soutient qu'il n'est pas mort au combat, mais il a été victime d'une fièvre de paludisme dans la localité de Bama, située à quelques kilomètres de Bobo-Dioulasso. Son corps fut rapatrié à Sikasso, où il fut inhumé dans une localité qui s'appelle Kaboela, ou qu'on nomme aussi Keleti Kila, en 1893. À la fin du 19e siècle, le Kénédougou donc s'affaiblit en raison de plusieurs facteurs que nous avons expliqués. Les plus connus donc sont les querelles intestines qui ne manquaient pas de se multiplier dans une Afrique en pleine métamorphose à cause des mouvements d'expansion des grands royaumes ou des empires, l'arrivée des colonisateurs européens avec l'introduction aussi des armes à feu inconnues de certains États. Tout ceci provoque des révoltes de populations qui jusque-là étaient soumises au royaume ou vivaient en parfaite harmonie. À cela donc s'ajoutait aussi véritablement l'avancée de Samori, en tout cas pour ce qui est du Kénédougou, ces trois facteurs, le Gurika, l'avancée de Samori et puis la conquête coloniale. Tous ces facteurs internes et externes combinés à la fois précipitèrent le déclin. Mais avant cela, il faudra aussi préciser que avant que le royaume décline, Thiéba Traoré a été remplacé par Babemba Traoré, dont la lutte va véritablement se focaliser plus contre la pénétration coloniale. Alors que Thiéba, lui, il a beaucoup lutté contre Samori, Bademba, lui, va s'orienter vers la résistance et il va être connu comme un des héros, une des grandes figures de la résistance, en fait, dans le Kénédougou. Alors, donc, Bademba Traoré est considéré comme un des plus courageux, des plus dignes, doté d'un patriotisme et de bravoure dans l'actuel Mali, parmi les rois ou les empereurs. Il fait partie des grandes personnalités. Il avait une armée dotée donc d'une bonne organisation, mais aussi parfois il avait réussi à avoir des armes qui pouvaient lui permettre de combattre également contre l'adversaire. Rappelons tout simplement que Babemba aussi est le fils de Mansa Douala, c'est donc le frère de Thiéba, et il a vraiment joué un rôle très très important jusqu'à sa chute, à la chute de Sikasso le 1er mai 1898. Mais avant cela, il faut aussi rappeler qu'il a fait vraiment face aux colonisateurs français, et puis il s'est surtout illustré par son refus de se soumettre à la fois aux menaces extérieures, mais aussi à l'arrivée des Européens. Et c'est ça qui lui vaut vraiment la réputation d'être un grand. Bademba et les colonisateurs, donc, c'est vraiment une affaire de vérité avant même que les choses n'arrivent à l'affrontement. Lorsque les Français étaient sur le point d'étendre leur domination à Sikasso, ils avaient convoqué une réunion avec du temps du frère de Babemba, donc de Thiéba, à cette rencontre, le commandant des forces françaises avait décidé d'escorter Thiéba Traoré à Sikasso, et le roi de Kénédougou comprit que cette dernière main tendue, il y avait peut-être un piège. Il conclut que laisser le commandant revenir n'était pas de ce meilleur. Et puis là, on va voir cet épisode qui a été vécu sous Thiéba va être un des éléments qui va revenir durant le règne de Bademba. Et
Bademba Traoré se lance dans la conquête contre le colonisateur. Il va quitter secrètement sa famille, sans aucun détail sur l'endroit où il allait, sans doute pour trouver un endroit stratégique et se positionner. Il était résolu à mener le combat et puis à montrer aux forces françaises qu'il n'avait pas peur de les affronter. Alors, un violent assaut est lancé pour prendre donc le contrôle. Lorsque les Français arrivent, qui étaient intéressés par la ville de Sikasso, Bademba va s'appuyer sur ses hommes et se laisser par son frère. Il va défendre vaillamment la ville de Sikasso. Il a fallu véritablement aux colonisateurs français de recourir à plusieurs choses. D'abord des canons lourds, des fusils inconnus des populations. Les canons lui ont permis de faire sauter la forteresse dont nous avons parlé, mais aussi des supplétifs recrutés dans les territoires déjà conquis, donc la supériorité militaire. Donc cette supériorité des armes et parfois même l'effectif n'empêcha pas Bademba et ses troupes de résister, et beaucoup préférèrent mourir que de se rendre. Et ce fut un immense bain de sang de soldats locaux, mais aussi des troupes des colonisateurs français. Au moment fort des combats, Bademba Traoré confia à ses hommes qu'ils ne seraient pas capturés et que si cela devait arriver, que l'on lui tire dessus. Donc il a vraiment choisi l'option de se faire tuer ou même lui-même de se suicider que de se rendre. Donc lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'issue et qu'il allait perdre, Bademba se donna la mort et ne fut jamais capturé vivant ni humilié publiquement, encore moins exilé de son royaume, comme il était vraiment de coutume. On voit beaucoup de rois, quand on les capturait, on les envoyait en exil au Gabon, dans les Martiniques. Ça, c'est une pratique que les Français, les Anglais, enfin tous les colonisateurs européens, ils ont fait pour briser la dynamique du royaume africain. On se rappelle de Béhanzin envoyé en Martinique, de Samori au Gabon, etc., etc. Donc c'était une pratique très courante. Donc le geste de Bademba de se donner la mort est un symbole très fort. Beaucoup de Maliens aujourd'hui et de Maliennes de ce 21e siècle reconnaissent encore en lui un homme très courageux, un dirigeant fier, brave, qui a aimé son peuple et prêt à mourir pour son peuple. Et dans ce Mali d'aujourd'hui, confronté à des défis, des personnalités, des figures historiques comme Bademba les parlent beaucoup. C'est pour cela qu'il m'a paru important de revisiter un peu son histoire, même si on ne rentre pas dans tous les détails de la formation du royaume, mais donner quand même un certain nombre d'éléments permettant de revisiter un peu l'histoire de certaines régions du Mali. Et ça peut aussi nous faire comprendre d'où vient cette volonté des Maliens de se définir comme un peuple fier, debout, résistant. En fait, c'est vraiment l'histoire de ce peuple-là. C'est l'histoire du Mali qui est là, et dans toutes les parties du pays, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a des grandes civilisations, il y a des grands résistants, il y a des grandes personnalités. Donc ce n'est pas un hasard, c'est dans l'ADN des peuples du Mali. Je vais m'arrêter ici, et la prochaine fois, je parlerai d'un autre empire qui se trouve aussi au Mali, mais qui est important, ce sera l'empire Paul Di Massina. On va voir de quoi il s'agissait pour cet empire-là. Merci et à la prochaine.